Merci et merci de votre accueil. Je suis ravi de vous revoir aussi. Et bien sûr, souvent le plus intéressant, c'est ce qui vient de la salle. Donc comptez sur nous pour tenter de répondre aux questions. Alors le sujet a déjà été un débat lorsque nous l'avons préparé, et notamment sur la notion de crédibilité. Donc du coup, on va s'engager sur la question de savoir comment on crée un cadre souverain qu'il soit crédible. Et on a identifié 3 chapitres. Un premier chapitre qui va parler des mandats, de l'organisation institutionnelle, quelle est notre capacité institutionnelle de réponse, quel est le cadre réglementaire et comment il permet à l'industrie européenne de se développer ou pas. Un second chapitre sur les moyens de l'Europe et ce qui lui manque, parce que la réalité c'est qu'il nous manque probablement des choses, et c'est la raison pour laquelle on a à la fois le secteur privé mais aussi le secteur public. Et puis si on a le temps, on essaiera d'aller un peu plus dans la technique et pourquoi pas parler du cloud et d'autres sujets qui sont traités par ailleurs toute la journée. Sans transition, nous, on a dans la conversation qu'on a menée pour préparer cet entretien, qui était déjà un débat, pour être tout à fait transparent, on a identifié globalement quatre obstacles. Une fragmentation institutionnelle, les limites du cadre juridique, l'hétérogénéité des États membres, parce que quand on parle de souveraineté européenne, il faut toujours se rappeler que c'est une addition de souveraineté. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la Chine, c'était ce qui était rappelé juste avant. Nous sommes 27 souverainetés qui doivent se mettre au diapason. Donc ce n'est pas toujours simple, et on en parlera un peu plus tard dans la journée. Et puis le dernier point, c'est le fonctionnement entre ENISA, la coordination avec les États membres, avec le secteur public, et notamment la notion de célérité dans cette coordination, parce que le temps des institutions, le temps de la réglementation et le temps de l'innovation et le temps de la menace sont 4 timings, 4 cadres qu'il nous faut articuler. Je vais me tourner tout de suite vers Quentin pour ouvrir la conversation, et notamment sur cette question de mandat et de compétences et de qui fait quoi. Quentin, comment vous regardez aujourd'hui l'organisation telle qu'elle est faite ? Est-ce que pour vous, déjà, le cadre institutionnel vous convient ? Alors, je vais peut-être revenir sur quelque chose, parce que je pense que c'est bien de faire aussi le lien par rapport aux tables rondes précédentes. Le message que j'ai entendu sur la partie du RGPD comme étant quelque chose qui a plus empêché, plus que permis d'avancer, c'est quelque chose sur lequel j'étais en profond désaccord, donc je pense qu'il faut le citer. Et ça permettra d'arriver sur cette partie du cadre institutionnel. Il y a 2 choses. La première, c'est la question de la politique. La question de la politique, c'est quelle politique nous souhaitons avoir en matière de cyberdéfense en Europe. Et lorsque on se penche sur un texte, que ce soit Nice 2 ou d'autres textes d'autres textes qui intéressent la réglementation cyber, arrive la question de la fragmentation, effectivement, sur la transposition. Donc je ne vais pas arriver sur le bashing sur la surtransposition, mauvaise transposition, etc. Ce n'est pas la question. Par contre, c'est plutôt la question de l'interférence ou de l'incompréhension, parfois, des politiques. Quand je dis des politiques, je parle ici du politique avec le petit p, c'est-à-dire la politique qui est au niveau des hommes sur chacun des États, et leur difficulté à comprendre finalement la politique qui est menée par l'Europe. Et c'est extrêmement compliqué pour un citoyen lambda de comprendre la politique que l'Europe souhaite mener en matière de cyberdéfense si ces hommes politiques, et je ne fais pas de bashing dessus, je le rappelle, eux-mêmes ne comprennent pas ou souhaitent s'emparer du sujet pour en faire finalement ou répondre à des crises internes directes ou à des questions économico-politico du moment. Je ne sais pas si ça répond en partie à ça commence, oui, et il y a une transition. Alors, on va déjà sortir du cadre que nous avions posé, mais je voudrais faire réagir Guillaume Contat, qui est donc le RSSI de l'Assemblée nationale, et qui finalement est en prise directe avec cette méconnaissance des décideurs publics, des parlementaires, et peut-être du désintérêt. Comment vous, à l'Assemblée nationale, vous devez, en fait, globalement, vous sécurisez l'institution, mais vous sécurisez aussi
chaque parlementaire dans ses déplacements. Donc vous avez 577 plus 1 et peut-être même plus X. Comment vous vivez cette absence de montée en compétences et par rapport à un cadre réglementaire que vous appliquez quand même puisque vous êtes un OIV? Alors, merci de cette question-là. S'agissant d'être un OIV, c'est pas le cas. Parce que si on était un OIV, on aurait un lien d'obédience avec l'exécutif. Et je rappelle que la séparation des pouvoirs impose que le législatif soit indépendant vis-à-vis de l'exécutif, ce qui fait que le statut d'OIV ne peut pas s'appliquer à notre cas, ni pour le Sénat. S'agissant de l'éducation, on va dire, de nos députés, dont j'ai la responsabilité en tout cas d'assurer leur protection sur le cyber, effectivement la difficulté elle est hétérogène en fonction des personnes. Il y a des parlementaires comme Philippe Latombe qui sont hyper sensibles et puis d'autres, on ne citera pas de nom, qui s'en fichent. C'est ça. L'immense majorité des députés, et ça c'est quelque part une de mes missions, c'est-à-dire d'apporter une culture, une compréhension des enjeux, d'essayer le moins possible d'aborder la technique, parce que la technique, on peut s'y perdre très facilement. J'en viens, donc je sais à quel point ça peut être très perturbant pour un non-sachant de comprendre les enjeux auxquels il est soumis en tant que député ou... Non mais on a tous des contraintes dans notre job. Bien sûr. Bien sûr. Si on pose la question dans la salle, je suis sûr qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui vont expliquer que la cyber est une contrainte, blablabla, blablabla. Pas d'accord. Mais justement, justement c'est ça. C'est apporteur d'informations dont le député doit se saisir, soit pour rédiger la loi de manière la plus précise possible et qu'elle ne ménage pas un flou. Sinon, le flou laisse de l'interprétation dans les deux sens et ce n'est pas l'objectif. Merci Guillaume. Avant d'arriver vers Fabien Lecoq et parler du cadre réglementaire qui permet le business, je voudrais me tourner vers Clotilde, peut-être déjà en réaction sur ce qui vient de se dire et ajouter ce point qui est que dans le cyberespace, on a plusieurs niveaux d'opération et les campus cyber et le campus cyber en est une image. On a le niveau national, on a le niveau local, on a le niveau européen. On a des gens qui prennent des lois ou qui transposent des lois qui ne sont en lien ni avec les uns ni avec les autres. C'est quoi cette grille de lecture? Comment on pourrait définir cette grille de lecture et comment vous regardez le sujet pour mettre les choses dans le bon ordre? Et vous avez 5 minutes. Merci Sébastien. Peut-être pour rebondir aussi directement sur l'intitulé de la table, puisqu'on parle de cyberdéfense et de crédibilité. Alors déjà, il faut savoir que la notion de cyberdéfense va être un petit peu différente de celle de souveraineté qui a été évoquée aussi, puisque du coup, quand on parle de cyberdéfense, c'est tout un appareil qui renvoie aussi à des enjeux militaires dans ces cas-là. Donc là, on tombe beaucoup plus sur des questions régaliennes qui dépendent pour le coup des États membres aussi, donc qui ne sont pas du tout des choses qui vont être discutées de la même manière que des enjeux industriels, par exemple, au niveau européen. Donc, juste pour mettre les choses au clair, donc, la souveraineté est différente de la cyberdéfense, c'est ça que vous dites? Ça en fait partie, c'est lié, mais on a aussi le monde civil, et donc en fonction de qui on va s'adresser, du sujet, on va adresser le sujet de manière différente, c'est ça? C'est un petit peu ça, et en fait du coup la cyberdéfense viendra finalement derrière cette souveraineté numérique qu'on aura réussi à construire, parce que c'est cette question de crédibilité autour de la notion de cyberdéfense que je voulais adresser. Parce que quand on parle de crédibilité, c'est-à-dire déjà à qui est-ce qu'on s'adresse et auprès de qui est-ce qu'on souhaite être crédible. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire ça à la fois en interne mais aussi en externe, donc par rapport à des alliés extérieurs, donc je vais rester au niveau européen, mais donc par rapport à des alliés extérieurs, par rapport à des adversaires, par rapport à des partenaires, mais aussi en interne. Comment est-ce qu'on arrive à donner foi dans le projet européen et comment est-ce qu'on arrive à construire ces capacités européennes? Parce que c'est nécessaire pour vous que ce soit au niveau européen? Oui. Non, mais je pense qu'il faut qu'on se positionne parce que quand on parle de souveraineté, on parle de la souveraineté européenne déjà. Est-ce qu'elle existe? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la France est un pays, l'Union européenne n'en est pas. Donc c'est important de se positionner sur le niveau de réponse. Donc la réponse en cyber, elle doit être européenne. Okay. Alors je vais prendre la question dans l'autre sens.
Quand on parle de souveraineté numérique, de quoi on parle? On parle en fait d'un projet politique. Et ce que je répète, c'est qu'on pourrait appeler ça n'importe comment. En fait, le nom de souveraineté numérique n'a que ce nom-là. C'est pas vraiment la notion de souveraineté qui vient derrière. C'est en fait comment est-ce qu'on renforce nos capacités, notre pouvoir dans le domaine numérique. Et pour ça, pour moi, on a 3 leviers. Le premier, c'est le levier industriel. Donc il nous faut renforcer nos capacités industrielles. Deuxième levier, le réglementaire. Il faut qu'on soit capable d'imposer nos normes et la manière dont on utilise tous ces outils. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on construit ces technologies et quelle valeur est-ce qu'on veut inclure dans ces technologies. Et donc là, ça veut dire renforcer tout ce qui est R&D, innovation, etc. Et on se rend compte, et en France, on a eu quand même pas mal d'exemples qui ont prouvé le contraire, qu'effectivement, on n'est pas capable aujourd'hui, au niveau national, d'avoir des capacités dans ces 3 domaines qui soient suffisamment crédibles. Et là, on pourrait revenir effectivement, vous avez mentionné le cloud. Je pense qu'en France, on a quand même eu quelques déboires avec le cloud souverain depuis 2009, par exemple, les premiers projets. On se rend compte qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour passer à l'échelle au niveau national, malheureusement. Et c'est pour ça, selon moi, qu'il faut qu'on passe au niveau européen sur ces 3 leviers-là, avec évidemment des capacités qui restent au niveau des États, régaliennes et en particulier dans le domaine de la cyberdéfense. Merci Clotilde. Juste pour nous tous, si vous voulez intervenir sans que j'y aille, parce que je vous vois acquiescer, mais je voudrais quand même aller vers Fabien. Et merci Clotilde, la transition parfaite, parce que moi, je venais de noter cyberdéfense crédible et égale industrie crédible. Et donc, quand on vient vers l'industrie, on se tourne vers vous. Comment vous réagissez sur ce qu'on vient de se dire, et notamment sur le levier industriel? Comment vous construisez la crédibilité de la réponse française à la menace? Oui. Oui, en fait, je pilote les activités de Soprasteria Cyber au niveau mondial, et ce qui représente à peu près 2300 personnes. Et en effet, je suis complètement en phase sur les 3 volets qui ont été donnés, sur la capacité industrielle, la capacité en fait d'innovation et sur la capacité réglementaire. Je sais qu'on a tendance, en fait, quand on se compare en fait à la Chine, la Russie, Corée, aux États-Unis, et qu'on échange avec des hyperscalers, je reviens des US, on voit aussi, pour moi, une trajectoire extrêmement positive qui se met en place. Mais j'aime bien cette notion d'union face en fait à des défis qui sont importants. La dépendance en fait numérique. La cybermenace, ça a été spécifié en fait dans le domaine de la défense, et quand je vois mes homologues allemands, scandinaves, on s'oriente vers un conflit hybride d'ici 2028-2030. Quand je vois en fait Geoffrey, toute l'énergie qu'il met au niveau du campus cyber, on a le Cézanne, on voit ce qui est fait en fait sur l'Occitanie, c'est une des plus grandes places cyber en Europe. Où il y a forcément des grands acteurs en fait cyber européens. On a des capacités à réagir et se mettre en place. Je pense qu'en France, on a une approche assez unique, mais qui commence à être échangée fortement au niveau Europe sur quel est le niveau de compétence, comment on a des partenaires technologiques souverains, comment on applique en fait les fameuses lois sur une vingtaine de pays de manière cohérente. Et ce que je vois, les campus en région, mais portés par en fait le campus France, c'est une voix qui porte. L'autre point aussi, c'est qu'on a 2 sujets en Europe. Il y a le sujet d'application réglementaire et des moyens qui sont mis, qui sont en train d'être discutés, qu'on est en train de discuter avec Bruxelles. Mais il y a aussi 2 tendances. C'est plutôt une Europe de l'Est qui va dire on fait des champions cyber avec tout l'écosystème et on remplit un papier, avec une position d'Europe de l'Ouest où on a l'exigence cyber au niveau en fait de l'expertise technique, des solutions technologiques ou des capacités cyber, et de créer cet écosystème. Donc je suis assez confiant sur la mise en place avec... J'avoue que les élections US et les positions ont vraiment accéléré les choses en Europe. C'est là où on voit que les États-Unis, finalement, sont aussi un allié par leur vote, puisque, effectivement, l'arrivée du président Trump a un peu réveillé certains de nos partenaires qui ne regardaient pas le sujet. Je vous en prie, allez-y, et notamment sur le sujet cohérence réglementaire. Cohérence réglementaire, c'est justement l'une des réactions que je voulais apporter. Quand on parlait de crédibilité, on parle de crédibilité en amont, très souvent. Et en fait, il faut le penser dans l'autre sens. Il faut le penser très, 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 très en amont. Je prends un exemple. Souvenez-vous que pour l'application, en tout cas pour
pour faire respecter le droit d'auteur et certains droits sur leur industrie cinématographique, les Américains ont dépêché des moyens phénoménaux à l'époque pour arrêter le Kingdom sur place. Et la crédibilité, dans les faits, elle est là. Aujourd'hui, on est plus crédible, en tout cas, si on nous a attaqués. Et on est crédible si, derrière, des cybercriminels, des États criminels, ils pensent à 2 fois avant d'attaquer un État, en se disant les moyens de répression sur mes ressortissants, les moyens de pression sur un point de vue économique, les moyens de pression sur l'extraterritorialité du droit de l'État sont tellement forts que finalement, je vais y penser à 2 fois. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que l'extraterritorialité du droit européen, est-ce que la politique européenne dans sa globalité en matière de cyberdéfense fait peur? Pourtant, on a une industrie qui, elle, performe. Comment vous réagissez à cette question de... Oui, on parle de cohérence réglementaire. Allez, je vais là-dessus. RGPD, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit en introduction parce qu'il me semble qu'on vient d'adopter l'omnibus numérique, le Digital Omnibus. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est le Digital Omnibus? Ok, c'est un paquet de la Commission européenne qui fait une centaine de pages pour simplifier les autres centaines de pages. Globalement, je résume ainsi. Oui, Clotilde, vous êtes parmi la cible. Cet omnibus numérique, il est en réponse à la claque de J.D. Vance, que J.D. Vance a mis aux Européens, d'abord à Paris, ça c'était l'aller, et ensuite à Munich, ça c'était le retour. Réaction de l'Union européenne, ok, on vous a compris, on revoit tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En termes de puissance, en termes de faire peur, en termes de projet industriel, parce qu'il me semble qu'on attend le projet industriel. Qui veut répondre? Il y a beaucoup de questions là. Je vous en prie, Clotilde. Allez, effectivement, il y a beaucoup de questions. Peut-être pour rebondir sur l'arrivée de... Est-ce que vous pouvez mettre le micro plus proche? Vous m'entendez? Très bien. Sur l'arrivée de Trump, effectivement, je pense que malgré lui, ça a beaucoup aidé les Européens, en tout cas à comprendre et à prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière ce qu'on va appeler une dépendance technologique, plutôt que de parler de souveraineté ou d'autonomie. Et clairement, Trump a réveillé beaucoup d'Européens à ce sujet, pas que d'ailleurs dans la défense en particulier aussi. Mais on voit effectivement des positions évoluer. Alors vous avez parlé d'Est et d'Ouest. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des clivages assez traditionnels entre, on va dire, des partisans plus pro-européens / souverains et des États beaucoup plus atlantistes. Donc pour les nommer plus explicitement, on va avoir d'un côté plutôt France, Espagne, qui vont porter des projets plutôt européens et défendre ce que les Américains appellent une forme de protectionnisme, je ne suis pas d'accord avec ce terme, et de l'autre, tout ce qui est Pays-Bas, Danemark, qui eux vont plutôt pousser vers des solutions atlantistes dans le cadre otanien évidemment. Et on voit que ces positions-là ont pas mal évolué du coup avec l'arrivée de Trump, où on a pris conscience de ces dépendances. Alors après, sur la question de est-ce qu'on fait peur ou pas, non, effectivement, on ne fait pas peur, mais est-ce qu'on a envie de faire peur? Est-ce qu'on a besoin de faire peur? C'est une vraie question. C'est la question des valeurs. Sans parler de valeurs, mais juste pour aller là-dessus, effectivement, oui, c'est cette question des valeurs, mais en fait, est-ce qu'on a besoin, déjà, est-ce qu'on a la capacité d'arriver à ce niveau-là? Je n'en suis pas sûre, mais est-ce qu'on a la nécessité d'avoir ces capacités-là de faire peur? Peut-être qu'en fait, on peut avoir une autre solution et quitter un petit peu ce que j'appelle ce technosolutionnisme, où en fait, on va aller toujours dans cette course à la technologie qui est imposée par les US et la Chine, qui sont les discours qui sont imposés par les US et la Chine. Est-ce que finalement, on n'a pas une alternative à proposer en Europe sur des systèmes peut-être plus raisonnés et raisonnables, avec évidemment des capacités de pointe, mais d'autres priorités? Je pose la question. Allez-y, Fabien, et puis Quentin. Oui. Alors, j'apprécie les US. Je viens de Seattle là sur le sujet. Ce que je vois par contre, c'est que y a 2 choses. La réglementation européenne rééquilibre en fait les pouvoirs avec les différents continents, et c'est plus aussi facile que ça. Deuxième sujet sur l'argument, c'est on est un monde multipolaire, pas faire peur, mais être respecté. Et quand des grands acteurs en fait cyber, on discute, et avec des grands clients
on discute en fait avec des Google, des Palo Alto, des Microsoft. Ils veulent absolument en fait se mettre avec des acteurs en fait souverains européens et aussi augmenter les capacités d'investissement. Troisième sujet, c'est quand on voit en fait les démarches publiques privées qui sont mises en place, pas qu'au niveau en fait France, hein, qu'on voit au niveau des budgets européens qui commencent à être mis. Hein, on parle du milliard en fait qui commence à être mis. On voit que l'équilibre se met en place. Ça veut dire que depuis 2-3 ans, on voit une accélération forte. Et là où je suis d'accord en fait sur les oppositions nord-sud, j'étais avec les Scandinaves pas plus tard que hier, on voit qu'on met en place des projets communs, notamment avec la Suède, avec la Norvège, là où il ne faut pas se cacher, par rapport en fait à une Chine, Corée, Russie, États-Unis. On est encore quand même assez morcelé, ça a été dit, et chaque pays cherche à tirer la partie. On est un monde multipolaire, ce qui fait notre force et qui n'est pas si facile en fait pour Russes, Chinois, Américains ou même Indiens de pénétrer le marché européen. Quentin, je vous fais réagir, mais Fabien, si vous pouviez penser à la question, ok, on a des projets européens, mais est-ce qu'on a des marchés dans les pays européens? Je vous en prie, Quentin. Je vais répondre à la question. La question des systèmes des valeurs. Je pense que, c'est pas je pense, c'est l'Europe est fondée sur le respect de l'état de droit. Et le respect de l'état de droit, c'est pour beaucoup, malheureusement, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, la production de papier. Et on ne part pas en guerre avec du papier. On ne se protège pas avec du papier et on ne se défend pas en brandissant un code. Et ça, je pense que si en face de nous, nous avons des États qui respectent également l'état de droit, on peut mettre au milieu un juge, quelqu'un qui vient finalement prendre les textes comme ils sont écrits et regarder qui a raison, qui a tort. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, je ne suis pas certain qu'on nous attaque avec du papier. Donc, en face, je ne suis pas certain qu'on se protège du papier. Et je sais que ça va faire réagir, donc... Non, mais bon, on se bat avec du papier pourvu que ce soit des journaux. Et donc avec l'information. Et je voudrais faire réagir Guillaume parce que je sais que Guillaume est en train de prendre les informations et trépigne. On a touché la question de la cohérence réglementaire, celle de la cohérence des projets industriels européens. Sur quel point vous voulez réagir? Et puis après, on va essayer de trouver des solutions à tout ça. Moi, je vais juste adresser un message à nos amis américains et les remercier parce que Trump a créé un sursaut. Donc je le remercie parce qu'en fait, il a rendu crédible un scénario noir qu'on avait envisagé tous dans nos secteurs. Celui du kill switch. Exactement. Et la réaction de l'Europe, l'ensemble des pays européens, c'est une cohésion. En fait, c'est une décision commune. Alors évidemment, avec les spécificités de l'Europe, certains réagissent à des niveaux différents, mais en tout cas, il y a eu ce sursaut-là. Et le deuxième point sur lequel je vais réagir, c'est on oublie peut-être un peu trop vite qu'à nos portes, on a un conflit armé et que le chef d'état-major des armées prépare en tout cas le discours, les éléments de langage sur un futur conflit de haute intensité sur lequel nous on doit se préparer. Or, l'hybridation des conflits maintenant fait que le cyber fait partie de l'arsenal et on doit prendre la juste mesure et je pense que il y a une espèce de tout qui se crée autour de ça sur la fragilité des relations internationales et sur le fait que l'Europe dans son entier doit se protéger. Et c'est là où je pense qu'on retombe sur le problème d'avoir des dirigeants politiques qui ne s'intéressent pas au sujet, puisqu'en fait la phase d'approche va passer par le cyberespace. Donc on a un président de la République qui y travaille. Oui, non mais qu'on y travaille. Enfin ici je reconnais des visages. Ça fait 10 ans qu'on y travaille en fait. Donc quand est-ce qu'on va faire ? Et je pense que le wake-up call que vous mettez en avant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ok.
il y a un mouvement, mais ce mouvement, comment on le transforme en réalisation et en contrat pour ces messieurs et en contrat pour les entreprises internationales qui sont ici. Parce qu'à un moment, il va falloir il faut faire du business. Comment vous réagissez là-dessus? Sinon, on bascule. Oui, je vous en prie. Ouais, ce que je vois en fait, la partie US nous a réveillés dans le bon sens aussi, parce que c'est à nous de nous occuper aussi, et on va être dans un monde multipolaire. L'autre point, c'est qu'au niveau Europe et au niveau des pays, on voit des budgets qui sont dégagés. Mais on parlait en fait de conformité. Il y a des moyens aussi de trouver des solutions pour être conforme sans dépenser autant d'argent. L'autre point, on a parlé et il a été réagi de savoir en fait que la cyber, est-ce que c'est forcément un coût? On voit l'approche de Naval Group ou de certaines en fait organisations, c'est de dire en gros, je fournis cette confiance numérique en mode standard et j'ai une capacité à fournir une confiance plus à laquelle en fait on paye. Et on le voit aussi même dans le monde personnel. Hein. Quelquefois, on ne va pas mettre nos données n'importe comment. On va pouvoir accepter de payer. Et donc, je pense qu'en fait, grâce aussi aux normes et aux réglementations, on commence à avoir un modèle économique où on est prêt à payer, comme on paye un Spotify, comme on paye un Netflix. Et nous, je suis assez positif sur l'évolution en fait du business avec un 21e siècle qui monte du digital dans le monde en fait industriel, et cette confiance numérique, il y a un moyen de le faire, et ceux qui apporteront cette confiance feront plus de business dans le sens vendre leurs produits, vendre leurs services, et je suis assez confiant par rapport à ça, même s'il reste encore un certain nombre de batailles européennes. Clotilde, je voudrais revenir vers vous parce que c'est pas la première fois que je me dis que les États-Unis sont au cœur de la conversation, et pourtant je suis pas certain que ce soit notre ennemi. C'est-à-dire qu'on parle plus des États-Unis et de la place qu'ils prennent que de la Chine et de la menace qu'ils font peser. Comment vous regardez ce sujet géopolitique? Est-ce qu'on a raison de se dire que, en fait, les États-Unis sont ni nos amis, ça on le savait, mais ne sont pas nos alliés? Est-ce qu'il y a un switch? On parlait du kill switch. Et puis ensuite, est-ce qu'on regarde assez les menaces qui, elles, nous percutent différemment, mais nous percutent directement? Je ne suis pas sûre qu'on se disait les États-Unis ne sont pas nos amis il y a encore peu de temps. En tout cas, en France, c'est des discours qu'on a l'habitude d'avoir. En Union européenne, non. Au niveau de l'Union européenne, clairement pas. Et je pense que c'est aussi une nouveauté. Et effectivement, même plus que la Chine, qui est clairement un ennemi qui a été, entre guillemets pour ennemi, mais un adversaire qui a été poussé par les États-Unis, la Russie était clairement identifiée par beaucoup d'États, les États baltes, les pays d'Europe de l'Est, comme la première et la principale menace. Et c'est en fait ce qui a aussi poussé ces États à utiliser des solutions américaines. Parce que quand votre principale menace, c'est que vous n'avez pas une transformation numérique suffisamment profonde des sociétés, une numérisation de vos sociétés, ou que vous avez des attaques continuellement et que c'est de la cybersécurité qui vous importe plus que finalement vos questions de dépendance et de confidentialité de vos données, évidemment, recourir à des solutions américaines, ça paraît tout indiqué, surtout qu'il n'y a aucune raison, et en plus dans un cadre otanien, encore une fois pour l'OTAN, ça s'explique complètement. Donc c'est assez nouveau, effectivement, d'avoir finalement en fait, c'est qu'on perd cet allié, on perd ce repère, cette béquille qu'on avait l'habitude d'avoir. C'est un problème ou pas? Non, dans le sens où ça nous réveille. Après, effectivement, il y a toujours une menace qui est réelle, un risque qui est réel, parce qu'en fait, on a dans pour assurer la sécurité de nos données, on peut s'appuyer sur 3 piliers. Je pense que j'apprends rien en disant que la sécurité des données, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Jusqu'à maintenant, les Français, notamment sur nos dépendances cloud, etc., ont poussé sur la confidentialité des données, en dénonçant des lois américaines à portée extraterritoriale, que sont le Patriot Act depuis 2001, le Cloud Act, FISA, qu'on a tendance à oublier aussi. Section 702. La section 702 du FISA, qui a d'ailleurs été durcie et renouvelé en avril 2024, si je ne dis pas de bêtises, sous Biden en plus, donc déjà avant Trump, mais sans rentrer dans ces considérations-là. Mais c'était plutôt la confidentialité qui posait problème. Avec Trump, on se rend compte que ça peut aussi être la disponibilité de nos données, et ce fameux Digital Kill Switch, puisqu'effectivement, quand on regarde par exemple le marché du cloud européen, les 3 plus grands hyperscalers que sont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ils détiennent
plus de 65% des parts de marché en 2024. Et donc du coup, pour rebondir là-dessus, mais comment est-ce que du coup on soutient notre industrie face à ça? C'est extrêmement compliqué parce qu'on est sur des secteurs qui bénéficient énormément de tout ce qui est économie d'échelle et économie de réseau. Donc tout simplement, c'est pas si simple non malheureusement, mais on a énormément d'offres en Europe qui sont très bonnes, qui sont tout à fait adaptées, qui sont très pertinentes, mais elles ne rencontrent pas leur marché. Et pourquoi l'Estonie, je reprends l'Estonie parce qu'ils sont très sensibles à la menace russe, pourquoi l'Estonie n'a pas acheté OVH? Scaleway, pardon, OVH, Scaleway et 3DS. Peut-être répondre. Je pense que nous, on parle de souveraineté. Les Américains, ils parlent de patriotisme. C'est la réponse, elle est là. Moi, j'ai envie de te dire, c'est le courage de la décision de nos décideurs de faire des choix qui sont éclairés et non pas pour faire comme les autres. Tout simplement. Donc, on a comme une identité, je veux dire. Allez-y, Clotilde. Non, alors oui, c'est sûr qu'il y a clairement une méconnaissance de l'ordonnateur et du décideur public, ça c'est absolument certain, et je pense que c'est des problèmes systémiques en fait finalement d'invisibilisation de nos PME, TPE, etc. Mais pourquoi l'Estonie n'a pas acheté du OVH? Soyons concrets aussi, c'est qu'en fait face à des solutions, encore une fois, des enjeux politiques et des intérêts stratégiques qui ne sont pas forcément les mêmes, et face à des solutions qui sont extrêmement ergonomiques, clés en main, puisque par exemple du Amazon va être capable d'assurer, on parle de cloud, on parle d'OVH, Amazon sera capable d'assurer toute la chaîne, du IaaS, du PaaS, du SaaS. OVH fera du IaaS, un petit peu de PaaS. Donc en fait, en Europe, on n'a pas un acteur sur ce type de technologie qui est capable d'assurer l'ensemble de la chaîne. Mais ce n'est pas forcément un problème. Créons des consortiums, créons des partenariats et on pourra avoir des réponses. Mais il faut aussi admettre que pour faire tout ça, il faut des connaissances derrière et il faut des gens qui sont capables qui ont ces compétences techniques et technologiques, capables de monter tout ça avec une vraie volonté derrière et du coup des intérêts industriels qui ne vont pas les uns contre les autres. Et effectivement, la menace, je pense que c'est là que vous vouliez m'amener, la menace elle est extérieure effectivement avec la Chine, la Russie, les États-Unis, mais elle est aussi intérieure si on n'arrive pas à s'entendre. Et là, nos divergences on doit dépasser nos divergences et là, il y a urgence à le faire. Et je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation quand on veut développer nos systèmes et qu'on veut avancer. Mais par contre, là, s'il y a quelque chose sur lequel on n'a plus le temps et l'urgence, c'est qu'il faut qu'on ait une vision politique commune. Et on retombe sur la question de la vision politique. Il nous faut un projet politique commun, européen, un vrai projet, pas seulement de l'opérationnel et pas du papier seulement. Je pose la question ici. Je peux comprendre qu'une entreprise ne va pas choisir une solution européenne parce que face à la solution américaine, elle perdrait un avantage compétitif. Ça, c'est entendable. Par contre, lorsque la commande publique n'exclut pas dans son cahier des charges le recours à des hyperscalers américains ou non européens pour viser personne, c'est aussi un choix politique. Évidemment. Absolument. On en revient au courage. Je propose qu'on se tourne un peu vers vous. On a essayé d'ouvrir beaucoup de sujets. J'ai un peu bousculé tout le monde. Merci Guillaume d'avoir accepté de répondre aux questions politiques, car je sais aussi que tu es en réserve, compte tenu de ta fonction. Est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup pour votre intervention. Question concernant le territoire européen. On a beaucoup plus de petites TPE, PME qui sont pour beaucoup dans la chaîne de sous-traitance de tous les gros. Est-ce que pour avoir une cyberdéfense construite, on est obligé d'avoir des très gros comme aux États-Unis avec quelques acteurs qui vont assurer une cyberdéfense globale, ou aujourd'hui on a une mauvaise prise en compte de notre territoire? Parce que finalement, la sous-traitance, elle va être à tous les niveaux. Les menaces, elles sont à tous les niveaux. On s'aperçoit que les petits se font attaquer. On a parlé tout à l'heure des communautés de communes dans les petits territoires. Leur sous-traitant, c'est le menuisier qui va poser 4 portes et 4 fenêtres. Et lui, aujourd'hui, il est très loin de tous ces enjeux. Et en termes de réponse, on a beaucoup de gros acteurs, mais pas forcément avec une capacité à adresser le petit marché. Et c'est notre spécificité, en tout cas, dans les territoires un peu plus reculés, où on n'a pas de vraie réponse globale qu'on puisse transcrire à des petits niveaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une de nos limites sur la cyberdéfense aujourd'hui? Merci, parce que quelque part vous posez la question de l'offre commerciale aussi, je pense, et donc là je vais me tourner vers le secteur privé. Cela étant dit, je voudrais juste dire quelque chose. En ce moment, on est en train de transposer NIS 2. Se pose la question de savoir si on va exclure les collectivités. Et je sais que certains pensent que ce serait une bonne idée. Je vous le dis. Ce sera la fin de NIS 2, ça ne sert à rien.
Pardon, comme ça c'est dit. Je vous en prie. Ouais, la question est extrêmement légitime et très pertinente. Quand on discute avec les différents donneurs d'ordre, grands donneurs d'ordre ou services publics, c'est un enjeu majeur puisque d'ici 2028-2030, on pense qu'en fait c'est la supply chain qui va avoir un impact, avec un impact en fait sur les grands donneurs d'ordre. D'accord ? En Soprasteria, on est bien placé puisque moi, j'ai fait arrêter 50 000 personnes dans 30 pays en 3 mois, donc sur une cyberattaque. Et donc, pour dire, quand on voit avec les hyperscalers, en gros, on est en train de discuter au niveau région, au niveau France et au niveau Europe, d'une offre adaptée pour la protection de la supply chain à un coût extrêmement agressif là-dessus. J'aimerais aussi souligner l'initiative de Boost Aerospace, où il y a à peu près une cible sur 3000 et il y a un niveau de maturité qui est en train de pousser et on est en train de travailler sur tout le domaine aéro à voir comment on l'étend sur hors domaine aéro, plus une réelle capacité de protection, mais en fléchant un certain nombre d'acteurs souverains qui sont en train de mettre en place. 4e point, on voit que ce point dépasse une région, on a parlé, France, mais qu'on va retrouver sur ce même sujet au niveau de tous les pays. Et on a parlé de renseignement, d'échange. Ça veut dire que si on a ce radar, on peut savoir une évolution d'attaque qui va toucher en fait le domaine médical, le domaine de recherche ou un domaine en fait d'énergie, du transport. Donc il y a un vrai intérêt stratégique et c'est en train de se mettre en place. Et pour moi, d'ici 3-4 ans, en fait, déjà là, il y a des offres qui commencent à sortir à des prix extrêmement agressifs, moins de 50 000 ou 100 000 euros de SOC par an. Services et solutions, et c'est en train d'être poussé. Bonjour à tous, Irène Weiss, je suis élue à la région Grand Est. On a beaucoup parlé là d'Europe, d'États-Unis, de Chine. On n'a pas beaucoup parlé justement des infrastructures transfrontalières. C'est un vrai sujet. Nous, on se pose la question au niveau de la région. On travaille, mais finalement, on bricole avec les régions voisines à la région Grand Est, avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse. Pour vous, quel est le bon échelon pour créer vraiment quelque chose de solide pour les infrastructures transfrontalières, parce que c'est un vrai sujet. Qui doit s'en occuper et comment on fait pour être le plus efficace possible, parce qu'en fait aujourd'hui on fait un peu de bricolage et je voulais vraiment avoir votre avis sur ce sujet. En plus, on a eu un cas concret avec le problème énergétique en Espagne. Donc ça, ce sera probablement pour Clotilde Beaumont. Du coup, je pense que c'est plutôt des praticiens de terrain qui pourront apporter des réponses très concrètes. Après, je pense effectivement, et vous le soulignez très justement, qu'on est sur des enjeux, ce qu'on appelle multiscalaires, donc en fait avec plusieurs échelles, plusieurs niveaux de décision et plusieurs acteurs qui sont impliqués là-dedans. Et je pense qu'il faut absolument tenir compte de tous ces niveaux et de toutes ces échelles, donc aussi bien du niveau ultra-local et des enjeux qu'on peut avoir au niveau ultra-local jusqu'aux grandes compétitions internationales, en passant évidemment par les discussions qu'on peut avoir au niveau national, au niveau régional dans le sens européen, et évidemment prendre conscience de tout ça, essayer d'articuler tout ça et de faire discuter tous ces acteurs et surtout ne pas en oublier dans la chaîne, effectivement. Et si je peux apporter ma part, parce qu'on est en train de terminer, je pense aussi qu'il y a une grande responsabilité des secteurs privés qui n'ont pas les problèmes que vous, politiques, vous avez, puisque vous êtes dans vos postures, c'est 2 pays différents. D'un point de vue industriel, c'est un territoire homogène. Donc je pense que les Indus et le lien, vous pourriez travailler le lien avec les Indus pour qu'ils y répondent ensemble. C'est ma contribution.